Merci de nous rejoindre sur Radio J. 15 000 km² de territoire français dont l'État a perdu le contrôle. C'est le titre du dernier article du criminologue Xavier Roffer, publié sur le site Atlantico. Et ça tombe bien, il est notre invité ce matin sur Radio J. Bonjour Xavier. Bonjour. Merci beaucoup Xavier d'être avec nous ce matin sur Radio J pour cette rentrée scolaire aussi sur cette antenne. Ça nous fait plaisir de vous entendre. Alors vous êtes également directeur des études au département de recherche sur les menaces criminelles contemporaines à l'université Paris 2, auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dans cet article, vous listez Xavier justement les derniers événements sécuritaires dans notre pays, toujours les mêmes. Toujours dans les mêmes lieux, dites-vous. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qui relie finalement, par exemple, l'attaque à la synagogue de la Grande Motte ou récemment ce qui s'est passé à Marseille? Qu'est-ce qui relie toutes ces affaires? C'est l'existence sur le territoire français de zones, de quartiers ou de cités dans lesquels l'État n'est plus en mesure de faire régner ce qu'on appelle un peu pompeusement l'ordre républicain, et des quartiers dans lesquels, par exemple, dans l'affaire de la synagogue de la Grande Motte, où va se réfugier l'incendiaire, et on peut sans hésiter le qualifier de terroriste, il va se réfugier à Nîmes dans un quartier qui s'appelle Pissevin, quartier dans lequel l'an passé un petit garçon de 10 ans avait été tué, quartier dans lequel les fusillades sont régulières, quartier dans lequel on vend des quantités de drogue extravagantes et quartier dans lequel on a fait un certain nombre d'opérations publicitaires nommées opérations Place Net XXL qui n'ont en vrai servi à rien. Puisque effectivement, quand un individu se précipite dans le quartier en question pour s'y réfugier et que la police le suit, c'est une opération coup de poing. La police en sort de ce quartier-là et de centaines d'autres en France. C'est ça les 15 000 km². Et donc, s'agissant de la délinquance et de la criminalité des rues, 80% des problèmes, il y a d'autres formes de criminalité, bien sûr, faut être juste, mais la criminalité des rues, de voies publiques, les incendiaires, les proto-terroristes, les gens qui donnent des coups de couteau dans la rue, etc. 80% des problèmes viennent de ces secteurs-là, dans lesquels, fâcheusement, l'État est peu présent. N'oublions pas que Mohamed Merah venait d'un de ces quartiers et y avait été élevé. Donc ce sont des quartiers dangereux en matière de criminalité et en matière de proto-terrorisme, le petit terrorisme de base avec le couteau de cuisine. Et à mon avis, ils ne sont pas assez surveillés. Pas assez surveillés, donc ces quartiers dangereux. Alors justement, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le manquement principal? Peut-être pas assez de policiers qui sont déployés dans ces quartiers. Comment y remédier, Xavier, par rapport à cette perte de contrôle, comme vous dites? Alors, la première chose à y faire, c'est naturellement, dans un premier temps, d'y installer ces avant-postes de l'ordre et de la sécurité que sont, selon que c'est la zone gendarmerie ou la zone police, soit une gendarmerie, soit un commissariat de police. Dans la région parisienne, par exemple, prenez la ville de Sevran, mais il y en a bien d'autres. Ville de Sevran dans laquelle, entre la fin 2003 et le début 2024, fin 2023, début 2024, il y a eu plusieurs homicides et des règlements de compte entre bandits. La ville de Sevran ne compte pas un seul commissariat de police. Elle est sous la juridiction d'un commissariat de police qui se trouve dans une autre ville. Donc, le problème fondamental, je suis clair, s'agissant aussi bien des affaires de crime organisé, s'agissant des affaires d'agression, s'agissant des émeutes comme celle qu'il y a eu au mois de fin juin, début juillet 2023, s'agissant des trafics de drogue, s'agissant maintenant de la vente de drogue à domicile par des livreurs, etc. Le problème se trouve essentiellement dans des quartiers hors contrôle, quartiers dans lesquels, dans un premier temps, la loi et l'ordre ne sont pas assurés par la présence constante de policiers. Prenez par exemple le 8e arrondissement de Paris, où il y a la présidence de la République, grouille de policiers et il y a une sécurité énorme. Vous faites 3 kilomètres, vous allez de l'autre côté du périphérique, pas de commissariat et des bandits qui sont, à peu près maîtres du terrain. Alors, point important pour vos auditeurs, vous avez vu récemment qu'à Marseille, il y a un
prêcheur dans une mosquée de la ville qui est menacé d'expulsion parce qu'il tient des propos extrêmement violents, notamment des propos hostiles à Israël et aux Juifs. Cet individu-là, on vient d'apprendre que son fils avait été défenestré par un gang et jeté du 3e étage de l'immeuble où il habitait pour une histoire entre bandits, entre trafiquants de drogue. Et donc ce qu'on voit s'instaurer à l'heure actuelle, c'est une sorte de co-gouvernance de certains quartiers entre des trafiquants qui ont l'argent et des islamistes qui ont l'idéologie, et ça est fort dangereux. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, la France peut faire le travail quand elle le souhaite. Et on l'a vu pendant les Jeux Olympiques, notamment. À Paris, l'ordre régnait. Il y avait peu de criminalité pendant ces Jeux, Xavier. Donc, c'est possible. Commençons par féliciter les policiers, les gendarmes et les gens de la sécurité privée pour l'extraordinaire coup de collier qu'ils ont donné. Les Jeux paralympiques ne sont pas finis, il faut être prudent, ça va durer encore quelques jours. Mais pour l'essentiel, bravo. C'est-à-dire qu'au point où il fallait agir et être présent, eh bien, ça a été fait. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est prolonger l'essai, comme on dit en rugby, par la transformation et utiliser l'énergie, utiliser le savoir-faire pour rendre à l'ordre républicain ces quartiers perdus de la République, d'où émanent la plupart des problèmes de sécurité publique que nous rencontrons en France, disons à peu près 8 sur 10. Alors, je voulais aussi qu'on revienne avec vous, Xavier, sur cette affaire, l'affaire Camélia. Camélia, qui avait 7 ans, comme tous les enfants de France, elle aurait dû effectuer sa rentrée scolaire ce lundi 2 septembre, mais jeudi soir dernier, la fillette a été fauchée par un motard de 19 ans qui faisait du rodéo urbain, avenue du Tapis Vert à Valoris, dans les Alpes-Maritimes. Et dimanche, on a appris que le conducteur du 2 roues avait été placé sous contrôle judiciaire par un juge des libertés et de la détention, et non en détention provisoire. Alors, il y a eu beaucoup de levées de boucliers. La famille s'est dite choquée. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous? Ça aussi, c'est un autre problème que doit régler, entre guillemets, la France. Alors, il faudrait, pour qu'on arrive à régler ces problèmes-là, qu'on ait un ministre de la Justice qui prenne ces problèmes à bord, ce qui ne semble pas, depuis quelques années, être le cas. Si les gens sont choqués, c'est parce que certaines des lois qui gouvernent la vie des magistrats sont effectivement choquantes. Bien entendu, la détention provisoire n'est pas un acte de vengeance et on met pas des gens en prison pour se venger parce qu'ils ont fait quelque chose de mal, mais quand même, il faut bien comprendre que puisqu'il y a en France des lois sur le fait de mettre en péril l'ordre républicain, quand on laisse dans la circulation un individu qui est capable de tuer des gens après avoir fait des âneries sur une moto et puis après ça de s'enfuir et puis après ça on le remet en liberté, on choque les gens et on a en France successivement plusieurs ministres de la Justice qui n'ont pas pris en compte suffisamment ce qui devrait pourtant être au centre de leur perspective, c'est-à-dire le respect et la défense des victimes. La défense des victimes doit passer avant tout. Des gens sont sous la responsabilité de l'État français. Le jour où l'État français, c'était avant la République, mais a fortiori depuis, a accepté, les citoyens français ont accepté de ne pas se faire vengeance eux-mêmes et de transférer à l'État les moyens de la violence légitime, c'est-à-dire de transférer à l'État la capacité de contrôler les malfaiteurs et de faire en sorte que la population aille en paix. Quand ça n'est pas fait, naturellement, on a affaire à un profond sentiment d'injustice. Et les parents de cette petite fille, ce qu'ils ont expliqué, c'est leur profond sentiment d'injustice. Alors que voulez-vous que fassent les juges? Eh bien, ils appliquent la loi telle qu'elle est. Et ça n'est pas à des juges de modifier la loi. Mais la loi, elle est aux mains de l'appareil d'État, elle est modifiée par la représentation nationale, les électeurs font part d'une préoccupation, après ça c'est à l'Assemblée nationale puis au Sénat de s'en emparer. Pourquoi n'est-ce pas fait ? Pourquoi ne modifie-t-on pas ces lois choquantes? Si les lois choquantes en question sont modifiées, si on ne remet pas dans la circulation des proto-terroristes ou des futurs assassins ou des gens dangereux par inconscience, eh bien à ce moment-là, il risque de réitérer. Et qui est mis en péril? La population une fois de plus. Donc moins peut-être d'attention au sort et à la bonne santé des voyous et plus à celle des victimes.
Alors Xavier, pour terminer, c'est important aussi, vous allez organiser les assises de la recherche stratégique fin septembre. Ce sera le 26 septembre et c'est intéressant puisque tout à l'heure vous parliez des liens entre narcotrafiquants, entre djihadistes et justement ce sera un petit peu au cœur de ces assises. Divers trafics, combattants, armes, stupéfiants unifient désormais les champs de bataille de la mer Noire à la Méditerranée orientale et notamment Gaza. Vous suivez avec attention ce qui se passe évidemment dans la bande de Gaza. Comment vous jugez actuellement les opérations qui se poursuivent dans le sud d'Israël? Deux inquiétudes. La première, c'est que les exploits formidables, tactiques, comme l'élimination de chefs terroristes, finalement ne mènent pas à grand-chose. Vous avez vu, ça fait en gros depuis 20 ans qu'on tue des chefs du Hamas, notamment à Gaza, à commencer par Sheikh Yassine et puis plein d'autres après. Ça n'a pas empêché le 7 octobre des milliers d'individus fanatisés, bien entraînés, bien équipés, bien armés, de se livrer au massacre qu'on a vu. Et puis deuxièmement, j'ai en mémoire une phrase. L'individu était très fort, vous savez, Henry Kissinger. Il avait réussi à convaincre le président Nixon de l'inanité de poursuivre la guerre du Vietnam sous sa forme bombardement, troupes au sol, etc., par un théorème qu'il avait inventé. Ce théorème dit tout en quelques mots. Il dit, quand un État combat une guérilla, tant que l'État n'a pas gagné la guerre, il l'a perdue, et tant que la guérilla n'a pas perdu la guerre, elle l'a gagnée. Ça fait bientôt 1 an maintenant que cette affaire de Gaza dure et à vrai dire l'anéantissement du Hamas n'est pas en vue, quoi. Faut être clair. L'amitié qu'on ressent ne doit pas empêcher d'être lucide. Et je pense que à présent ceux des militaires israéliens qui fatalement sur le terrain ont peut-être une vision plus concrète et lucide que certains politiques n'ont pas suffisamment la possibilité de se faire entendre. Et notamment dans un domaine, vous avez vu que... Alors qu'est-ce que c'est, pour être rapide, que l'impérialisme, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le pouvoir impérial qu'un grand empire peut faire régner dans une zone. Maintenant, c'est les tuyaux et les pipelines. Vous avez vu avec quelle maestria, avec des moyens finalement limités, les Houthis au Yémen, qui sont les alliés de l'Iran, ont réussi à bloquer la mer Rouge et à étrangler une partie du canal de Suez. Et les conséquences de cette affaire sont très graves. Donc je pense que tout le monde aurait intérêt, c'est ce qu'on va faire dans cette journée du 26 septembre, à relever un peu la vue, à ne pas regarder uniquement ce qui se passe immédiatement sur le terrain, mais à s'occuper aussi de la manière dont les problèmes se répandent à moyen terme dans la région. Eh bien, merci beaucoup. Merci Xavier Roffer d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J, toujours au rendez-vous et un grand plaisir de vous écouter. Je vous dis à très bientôt. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.